Bonjour Daniel Duttard. Bonjour. Alors 25 siècles après sa mort, Platon demeure le philosophe par excellence et c'est à sa vie et à son œuvre que nous allons consacrer cet entretien. Alors avant d'évoquer quelques traits de sa pensée, que savons-nous de sa vie, du personnage qu'il a été? Eh bien, Platon naît en 427, moins 427 bien sûr, à Égine, dans l'île d'Égine, et il meurt vers 347 à Athènes, donc il est âgé d'environ 80 ans. Alors, de son vrai nom, il s'appelait Aristoclès, mais comme il était large d'épaule, trapu, alors on dit Platos en grec, eh bien c'est vraisemblablement son maître de gymnastique qui l'a surnommé Platon. Alors il était originaire, il était issu d'une grande famille aristocratique, puisque son père Ariston descendait du dernier roi d'Athènes, Codros, qui lui-même serait descendu de Poséidon. De par sa mère, Périctionée, eh bien son arrière-grand-père maternel, Dropide, était le frère de Solon, et tous les deux, ils descendaient également du dernier roi d'Athènes, Codros. Il avait également deux oncles, Charmide et Critias, qui étaient membres du gouvernement d'Athènes lors de la dictature des 30. Nous sommes en 404-403, une dictature des 30 qui s'est rendue célèbre par ses cruautés et qui a duré un peu moins d'une année. Il avait également une sœur, Potonée, qui a eu un fils, Speusippe, qui est devenu un disciple de Platon et qui lui a succédé à la tête de l'Académie. Il restera célibataire toute sa vie. On dit qu'il émanait de lui une sage mélancolie. Il ne riait jamais, mais il ne se mettait jamais en colère. Il vivait sobrement, nous dirons, dans une sobriété confortable, tout de même, hein. Et il meurt au cours d'un banquet de noces. Bien que dans sa jeunesse, il fût intéressé par la chose publique, néanmoins, il va s'en éloigner car il est déçu par le comportement des hommes politiques de son temps qui sont dans d'incessants règlements de compte au lieu de privilégier, de se préoccuper des intérêts supérieurs de la collectivité. Et de fait, il restera toujours opposé à une certaine conception de la démocratie et il sera plutôt favorable à une sorte de despotisme éclairé. Alors très jeune, Socrate va rencontrer un autre géant de la philosophie, Socrate. Dans quelles circonstances cette rencontre va-t-elle s'effectuer? Bien, alors qu'il était âgé de 20 ans, son père le présente à Socrate afin que ce dernier assure sa formation. Une autre version dit qu'il aurait tout simplement rencontré Socrate dans la rue, un petit peu comme ça a été le cas pour Xénophon. On dit également que la nuit précédant leur rencontre, Socrate aurait fait un rêve dans lequel il aurait tenu un jeune cygne en son sein, jeune cygne qui, ayant déployé ses ailes, se serait élevé haut dans le ciel en chantant avec une douceur infinie. Et lorsque Socrate rencontre Platon, eh bien, il comprend que son rêve concernait cette rencontre. Platon restera, il faut dire que Platon restera fidèle à Socrate jusqu'au bout, jusqu'à la mort de Socrate. Alors Platon, comme beaucoup d'autres penseurs de cette époque, va effectuer de nombreux voyages. Alors, pouvez-vous nous dire quelles ont été les destinations de ces voyages et comment ils ont influé sur son existence? Alors, après la mort de Socrate en 399, Platon a presque 30 ans. Eh bien, Platon va se réfugier auprès d'Euclide. Il ne s'agit pas du mathématicien, il s'agit d'un homonyme, c'était un disciple de Socrate. Euclide qui a donc fondé une école à Mégare. Mégare était située entre Éleusis et Corinthe. Et donc, Euclide fonde une école où on pratique la dialectique, également un petit peu la sophistique. Et là, il va y rester 3 ans. Puis il va partir à Cyrène. Cyrène, qui est en Cyrénaïque, qui est un petit peu à l'ouest de Benghazi actuellement.
Et cette ville, cette cité est réputée pour ses mathématiciens. Et là, il va étudier précisément les mathématiques auprès d'un certain Théodore. Puis il va se rendre en Italie du Sud, en Grande Grèce, comme on disait à l'époque, pour y rencontrer les pythagoriciens d'Italie, notamment Philolaos. Puis ce sera le voyage en Égypte, comme tout fils de bonne famille, comme tous les grands philosophes l'ont fait. Il rencontrera les prêtres, il s'instruira auprès d'eux, vraisemblablement il recevra également des initiations, et il restera en Égypte pendant plusieurs années, semble-t-il. Puis enfin, il revient par la Sicile. Il y va pour des raisons touristiques, semble-t-il, parce qu'il souhaitait voir l'endroit d'où Empédocle s'était jeté dans l'Etna. En Sicile, il y reviendra 2 reprises après. Alors, c'est au retour d'un de ses voyages, précisément, que Platon va fonder l'Académie. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est une école, une université comme on les connaît aujourd'hui? Alors revenons un petit peu sur son premier voyage en Sicile. Lors de ce voyage, il fait la connaissance d'un certain Dion, qui est ni plus ni moins que le beau-frère du tyran de Syracuse, Denis de Syracuse. Il s'agit de Denis l'Ancien. Dion était un jeune idéaliste qui souhaitait voir évoluer son beau-frère vers un despotisme éclairé. Et donc, il présente Platon à Denis, à son beau-frère. Il s'avère que le courant ne passe pas entre les deux hommes. Et à la suite d'une remarque acerbe de Platon, Denis, le tyran Denis, ordonne qu'on l'embarque sur un bateau, qu'on le ligote, et un bateau à destination de la Grèce, plus précisément d'Égine. Et il donne comme instruction au capitaine de ce bateau, qui est un Spartiate, il lui donne l'ordre de mener la vie dure à Platon pendant la traversée, et ensuite de le vendre comme esclave sur l'île d'Égine. Arrivé à Égine, il se trouve que passe par là, par chance, un ami de Platon, un certain Anicéris de Cyrène, qu'il avait connu donc à Cyrène, et qui va le racheter, et en plus va lui donner une somme d'argent semble-t-il importante, afin de lui permettre de fonder une école. C'est ainsi qu'en 387, il a à peu près la quarantaine, Platon va acquérir un terrain, un domaine situé à 2 km à peu près environ à l'ouest d'Athènes, le long de la voie des tombeaux des hommes illustres. En fait, il s'agit d'un vaste parc agrémenté de fontaines, de sources, avec un bosquet à l'intérieur consacré à Académos, un ancien héros d'Athènes, d'où le nom de l'Académie. Alors l'endroit comprend également un petit temple dédié aux muses, donc un museion, hein, et puis également un gymnase. Un gymnase, il faut savoir que dans un gymnase, on y faisait de la gymnastique, mais également on y enseignait. Hein. Et Platon va également acquérir une demeure attenante à ce domaine qui constituera par la suite la bibliothèque. Alors les jeunes Athéniens, de bonne famille bien entendu, vont venir s'y instruire dans cette école. Et il faut savoir que de son maître Socrate, Platon avait appris l'art d'enseigner en conversant. Il parlait, il interrogeait et il invitait à la libre discussion. Et puis également dans cette académie, on y faisait des conférences. Et tous les mois, les fidèles se réunissaient autour d'un banquet au cours duquel on échangeait des idées et on nouait des amitiés. Alors parmi ces pensionnaires en quelque sorte de l'académie, beaucoup se consacraient à l'étude des problèmes humains, à l'étude des sciences et des arts. On y discutait également des problèmes de la cité. Il s'agissait un petit peu d'une école libre des sciences politiques avant l'heure. Alors évidemment, c'était fréquenté par l'élite des Athéniens. Alors cette académie perdurera pendant 300 ans et elle fermera ses portes en 87, moins de 87, lors de la destruction d'Athènes par le général romain Sylla. Alors Platon, passons à son œuvre si vous le voulez bien, il développe dans ses livres plusieurs thèmes que nous pouvons essayer de développer de manière synthétique, il est vrai. Alors le premier est celui de la cité idéale, qui est un thème
assez actuel finalement. En effet, Platon va développer plusieurs thèmes, tels que celui de la cité idéale ou le thème des idées, hein, le monde des idées platonicien. Et ces thèmes vont traverser de manière récurrente l'ensemble de son œuvre. Hein. Platon a composé une trentaine d'ouvrages sous forme de dialogue, où il fait intervenir Socrate. Bon, Socrate intervient beaucoup au début, mais au fur et à mesure, Socrate devient moins présent et pour disparaître complètement dans les derniers dialogues. Alors, parmi ces principaux dialogues, nous avons bien sûr la République, le banquet, le Phédon, le Timée, le Parménide, le Phèdre, les lois. Alors, en ce qui concerne le thème de la cité idéale, de l'état idéal, c'est effectivement dans la République que ce thème est essentiellement développé, mais on le retrouve également dans les lois, dans le Timée, dans le Critias. En ce qui concerne la République, eh bien, il s'agit d'un dialogue qui comprend 10 livres, et là, Platon fait intervenir Socrate comme un meneur des débats. Alors la République s'ouvre sur une réunion d'amis autour de Socrate, et le thème du jour est « Qu'est-ce que la justice ?» Et cette interrogation sur la justice va amener Socrate à décrire un modèle idéal d'organisation politique dans lequel chaque citoyen serait à sa place. Et au passage, il y prône l'égalité homme-femme déjà. Alors la cité, pour Socrate, serait gouvernée par ceux qui ont accédé à la connaissance, à la sagesse. Il s'agirait d'une société qui serait donc dirigée par des philosophes rois. Alors l'ouvrage La République, que vous venez de citer, contient un fameux récit que l'on appelle le mythe de la caverne. Qu'est-ce que Platon cherche à nous dire à travers cette histoire ? Alors ce mythe de la caverne est développé dans le livre 7 de la République. Il s'agit d'une métaphore dans laquelle Platon nous décrit des hommes, des prisonniers qui seraient enchaînés dans une grotte, le dos tourné vers l'ouverture de la grotte, et donc eux, ils verraient le fond de la grotte, la paroi au fond de la grotte. Et à l'extérieur de la grotte, il y aurait un grand feu, et en permanence passeraient des gens avec des ustensiles entre l'entrée de la grotte et le feu. Et donc ces prisonniers verraient au fond dans la paroi du fond de la grotte en permanence un jeu d'ombre et de lumière. Et Platon suppose qu'un de ces prisonniers arrive à se libérer de ses chaînes et qu'il sorte de la caverne. Aussitôt, il est ébloui par la lumière et donc il va falloir qu'il s'habitue à la moindre lumière. Et puis, il va se rendre compte qu'il ne voyait jusqu'à présent que l'ombre des choses, hein, qu'une projection de la réalité de ces choses. Et c'est ainsi que cela va amener Platon à distinguer l'actualité de la réalité. L'actualité, pour Platon, c'est une projection sur un plan inférieur de la réalité. Avec la réalité, nous sommes, pour Platon, dans la connaissance des choses, alors que dans l'actualité, nous n'en avons qu'une perception, une opinion. Alors, avant de conclure cet entretien, est-ce qu'il vous est possible de nous laisser entrevoir le monde des idées selon Platon ? Eh bien, le monde des idées, ou monde platonicien, est développé notamment dans le Timée. Platon semble admettre 3 principes, à savoir Dieu en tant qu'intelligence universelle, la matière en tant que support de la génération, de l'illusion et sujette à corruption, et l'idée, avec un I majuscule, en tant qu'essence incorporelle résidant dans la pensée de Dieu. Et là, Platon nous parle d'un Dieu créateur, d'un démiurge, une sorte de grand architecte de l'univers, mais qui est en dessous de l'idée, hein, en dessous de Dieu, hein, qui un intermédiaire entre l'idée et la matière, qui va puiser son inspiration dans l'idée, et à partir de l'éther,
les terres E-T-H-E-R, bien sûr, eh bien, va construire et organiser le monde des formes. Et au terme d'un processus de densification, ce monde des formes va se matérialiser. Eh bien, Daniel Duthard, nous vous remercions pour cette introduction qui nous aura donné envie de lire ou de relire Platon. Merci.